Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai trouvé quelque chose dans un magasin. Si ça, c'est pas raccord avec le marché crypto, les petites friandises, les petites sucreries de bear market qui viennent avec un NFT. Alors je plaisante évidemment, c'est pas un vrai NFT, c'est juste une petite carte dedans avec des fun facts écrits dessus. Rien de très intéressant, mais voilà, j'ai trouvé ça marrant dans ma journée, j'avais envie de le partager. Pour l'instant c'est du 50-50, n'hésitez pas vraiment à voter. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous avez envie juste qu'on blablate un petit peu pour ce début de live et que je vous donne quelques erreurs que j'ai déjà fait sur la DeFi? Ou est-ce que vous avez envie d'un petit peu de concret, qu'on aille voir un petit peu dans le dur du sujet comment ça marche la DeFi? C'est de peu mes erreurs DeFi qui l'emportent, parce que j'ai fait une vidéo sur ce qui m'était arrivé. Première petite erreur sympathique, on va monter petit à petit dans l'échelle des erreurs que j'ai fait dans la DeFi. Vraiment, ça va être une petite partie tranquille de live. J'ai perdu $300 sur la DeFi. C'est pas beaucoup. Sincèrement, c'est pas beaucoup, mais c'est la manière en fait dont j'ai perdu cet argent. Je vais pas vous mettre la vidéo, je vais juste m'en servir comme support. J'avais découvert que sur Swipe, un protocole de DeFi sur lequel il y avait assez peu de liquidité mais qui était assez solide parce qu'il existe depuis longtemps, et Swipe, ils sont derrière notamment la carte bancaire de Binance, c'est un processeur de paiement. Bref, Swipe c'est assez solide. Et sur Ethereum, il y avait des rendements abusés. Là, pour l'USDC Ethereum, il y avait 1190% d'intérêt. Pour les stablecoins, il y avait 300-400% d'intérêt. Alors, il n'y avait pas beaucoup de liquidité, mais il y avait des intérêts juste abusés. C'est sur la blockchain Ethereum. Du coup, certes, c'est des intérêts hyper élevés, mais il faut quand même un minimum d'argent pour aller sur cette stratégie, sinon c'est pas rentable du tout. Alors, on va dire au moins 1000 balles, sinon vraiment c'est pas rentable. J'avais été quand même avec un peu plus que ça, tant qu'à faire. Et c'était une stratégie sur Ether. La première que je faisais sur Ether, et que j'ai fait tout court en fait, j'ai jamais vraiment utilisé la DeFi sur Ethereum. Du coup, ça c'est la première stratégie que je mettais en place. J'ai mis des stablecoins, donc de l'USDC, de l'USDT, du DAI. Je me suis mis sur les deux pools de liquidité. Et en fait, les APY étaient faux. Je sais pas pourquoi ils étaient encore là, mais il y avait zéro récompense. J'ai gagné 0 swipe. Je suis resté 2-3 jours sur le protocole. Je pouvais réclamer 0 récompense. Et les intérêts s'affichaient et tout. Et j'avais plusieurs centaines de swipes quand j'ai voulu les réclamer, parce que forcément, je vais pas réclamer tous les jours. Pour juste récolter les swipes, ça me coûterait 15 balles, 10 balles. Ça dépend sur Ether à quel moment je fais ma transaction. À ce moment-là, en tout cas, ça coûtait assez cher. Donc, je faisais pas tout le temps. J'ai attendu plusieurs jours de faire des intérêts et de les récupérer. Et voilà, quand je les ai récupérés, j'ai été voir les transactions sur Etherscan sur la blockchain et j'ai reçu 0 SXP. Voilà, je me suis fait douiller. Et en gros, c'est pour ça que le titre c'est « J'ai perdu $300 sur un protocole de DeFi ». C'est parce que les frais d'Ethereum que j'ai mis dans cette stratégie, c'était $300 au cours actuel évidemment. Ça devait valoir beaucoup plus l'Ether à ce prix-là, à ce moment-là. Avec, si on ramène au cours actuel, la quantité d'Ether que j'ai utilisé, ça doit faire 100, peut-être $150, ouais, peut-être pas quand même, $100. Ouais, on était sur un Ether dans les 3000, tour de 3000 piles, c'était début mars. Donc bon, ça fait chier quand même de perdre 300 balles pour 0. J'étais dégoûté. Parce qu'évidemment, on dirait pas, mais il faut faire plein de transactions. Même si j'ai pas eu de frais de retrait pour envoyer mes cryptos sur mon wallet, après fallait approuver les stablecoins, fallait les déposer dans la pool de liquidité. J'ai fait des transactions pour rien pour récolter mes intérêts. J'ai retiré de la pool de liquidité. J'allais pas rester sur le protocole alors qu'il me rapporte 0. Sincèrement, c'est pas mal. On va avancer un chouïa, un tout petit cran, un cran tout nez. D'ailleurs, petite pub, mais ça fait plaisir, j'ai fait une vidéo sur les tokenomics. J'aime pas trop vous dire allez voir ci, allez voir ça, mais j'ai fait quand même un bon travail, je trouve, sur la dernière vidéo. Et puis, attendez, il y a Mathéo qui a validé, hop. Si on regarde les commentaires, bien joué le format. Bon, Mathéo, c'est un peu un random. Il y a surtout Clotilde Dumas qui m'a dit vidéo très bien construite et surtout très instructive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Si Clotilde Dumas valide, il faut aller voir cette vidéo, c'est hyper important. Je fais une série de vidéos qui s'appelle 1 an de staking et dedans, j'ai fait des petites carabistouilles, notamment un protocole que j'ai utilisé qui s'appelle Virus Finance. J'en ai déjà parlé, mais j'ai fait une connerie monumentale dessus. J'avais déposé de l'argent. Et c'est un protocole de prêt et d'emprunt. Et sur ce genre de protocole, on peut déposer de l'argent qui peut être emprunté. Et si tout est emprunté, il n'y a plus rien sur le protocole en fait. Si on met de l'argent dans un coffre et qu'il y a des gens qui ont le droit de prendre de l'argent dans ce coffre, je schématise énormément, mais qu'en échange de prendre cet argent, ils doivent des intérêts. Donc ils doivent remettre plus d'argent que ce qu'ils ont pris, vous voyez ? Ça c'est le principe du protocole. Le problème c'est que quand tout le monde prend de l'argent, qu'il n'y a plus d'argent dans le coffre, ceux qui ont déposé comme moi, ils peuvent pas revoir leurs sous-sous. Certes,
les intérêts, ils se font mécaniquement, mais les sous-sous, ils sont pas là, je peux pas les récupérer. Et il y a toujours d'ailleurs un gros problème de liquidité sur Vywith Finance, ça se voit, il y a 253 millions d'USDT qui sont déposés, et il y en a 241 millions d'empruntés. Et pendant plus d'un mois et demi peut-être, je sais pas trop, il y avait 102% d'utilisation. Pourquoi plus de 100%? Parce que tous les USDT étaient empruntés, pareil pour les USDC d'ailleurs. Mais il y avait les intérêts justement, ces fameux intérêts dont je vous parle. Forcément, ça fait que les intérêts s'ajoutent à ce qui doit être remis dans le coffre. Et il y avait 102% des stablecoins qui étaient empruntés. À ce moment-là, il y avait quand même un moyen de récupérer son argent. C'était un petit peu... comment dire? C'est pas illégal ou quoi, hein, ne vous en faites pas, mais c'est juste un petit peu compliqué. On va pas rentrer en détail, mais en gros, on pouvait vendre les parts qu'on avait dans le coffre sur le marché. Le problème, c'est qu'en plus, il n'y a rien qui allait sur cette affaire. On pouvait vendre ses parts contre un stablecoin qui avait perdu sa stabilité. Je sais pas s'il l'a retrouvé d'ailleurs depuis. Il l'a retrouvé, mais il l'a reperdu, c'est un bordel. C'est l'USDN. Est-ce qu'il l'a retrouvé maintenant? Ouais, bon, il est autour de 99 centimes. C'est la tronche de ce stablecoin, avec des gros creux récurrents, j'ai l'impression. C'est marrant. Bref. Voilà, le move était pas terrible. Si j'avais été patient, le pire c'est que en sortant du coup prématurément, j'ai pas réfléchi du tout, j'ai perdu 400 balles. J'avais déposé, je sais plus, peut-être 3000 sur le protocole. J'avais trop mis, mais j'ai perdu 400 balles en sortant de Vywith Finance et je suis hyper bête parce que si j'étais vraiment... Voilà, ça aurait pas été hyper intéressant pour la série de vidéos parce que pendant un mois, j'aurais pas vraiment pu faire d'avancée puisque 60% du wallet était bloqué sur un protocole. Mais si vraiment j'avais patienté, genre, allez, 2 mois peut-être, si j'avais patienté 2 mois, je pouvais retirer mes USDT du protocole sans souci. Vraiment, no problemo, parce qu'ils ont ajouté un mécanisme, on peut retirer 1000$ par jour par adresse, je crois. Je sais plus trop comment ça marche. Et il y avait moyen du coup de sortir du protocole plus tard avec les intérêts. Parce que j'ai perdu 400$ et dans les 400$, il n'y a même pas les intérêts qui sont comptés. Hein. J'avais fait genre 40$ d'intérêt. C'est pas incroyable sur 400$, mais quand même. Enfin voilà. C'est deuxième petite galère qui m'est arrivée. Un petit peu technique celle-ci. Vraiment en dehors oui, avec des si on serait millionnaire, mais j'ai pas réfléchi, sincèrement j'ai pas réfléchi. Parce que sur mon wallet perso, j'ai pas exactement fait la même chose. J'ai sorti un peu d'argent avant, parce que j'avais senti la merde arriver. C'est ça le pire, je sens le truc arriver, mais je laisse quand même de l'argent dessus. Mais même sur mon wallet perso, j'ai fait la même erreur. Sauf que je me suis un peu moins précipité pour vendre mes parts sur mon wallet perso, donc j'ai moins perdu. Sur le wallet d'un an de staking, j'ai fait n'importe quoi. J'ai vendu genre au pire moment limite. J'ai fait n'importe quoi. J'aurais pu perdre, même en vendant mes parts, j'aurais pu perdre 2 fois moins, perdre que 200, mais j'ai perdu 400 parce que j'étais pressé. C'était ridicule. Et la plus grosse erreur que j'ai fait pour l'instant dans la DeFi, en dehors, ça j'en ai déjà parlé, mais j'ai vécu un hack sur un protocole qui s'appelle Ola Finance. J'ai perdu beaucoup d'argent, enfin beaucoup, c'est relatif, c'est la fois où j'ai perdu le plus d'argent, mais en dehors de ça, il y a un problème de manip que j'ai fait. J'ai utilisé un bridge, j'ai pas envoyé à la bonne adresse et j'ai perdu 1000$. Vous avez la preuve en vidéo, un an de staking épisode 9, voilà. Est-ce que j'ai besoin de commenter? J'ai perdu 1000 balles en faisant une erreur sur une transaction. C'est navrant, c'est tout. Il n'y a rien à dire. Mais la première fois que j'avais acheté du Bake, j'en ai acheté que pour 10$ parce que c'était dans la phase où, ça faut vraiment l'avoir connu, mais au début, la Binance Smart Chain, c'était un peu... Il y avait PancakeSwap qui était hyper sérieux, Bifi, Venus, 3-4 autres protocoles qui existent encore maintenant, mais qui sont tout petits. Et c'était difficile en fait de savoir les projets qui étaient vraiment crédibles et tout. Et dans l'eau, il y avait Bakery Swap qui était relativement crédible, mais au tout début, c'était un peu le Far West. Bon, là, c'est vraiment au cours actuel. Au prix actuel, les 10 USDT, ils valent toujours 10$. Et je les ai convertis contre des bakes qui valent 162$. Mais évidemment, vous vous doutez bien que si je vous montre ça, c'est que j'ai plus les bakes. Hein. Et le pire, c'est qu'ils sont montés à une valeur de 8000$. Donc 10$ d'investi, ça valait 8000 à l'ATH. Toujours avec des si j'avais vendu blablabla. J'ai fait d'autres bons coups à côté, hein, rassurez-vous pour moi, j'en pleure pas la nuit. Mais c'est ouf de voir que j'ai mis 10$ dans une crypto, c'est monté à 8000, actuellement ça vaut encore 160, mais moi j'ai sorti combien? Allez, je veux voir au moins 2-3 petits pronostics dans le chat. À votre avis, j'ai sorti combien de cet investissement? J'en ai vendu les 2 tiers contre 10$ et 27 centimes. C'est ridicule. Ah, c'est magnifique.
C'est magnifique. Et un tout petit peu après, j'ai vendu le reste, le tiers restant, contre 0,08 BNB. Alors au cours actuel, c'est 19$, mais à l'époque, un BNB c'était 40 balles. Donc là, on est sur quelque chose, ça vaut 3$ en fait. Clairement, je crois savoir pourquoi j'ai fait ce genre de transaction. C'était sûrement pour générer du BNB entre guillemets, pour avoir du BNB pour faire des transactions sur la Binance Smart Chain. Donc c'est même pas des sous que j'ai encore ça. Donc j'avais 10$, 10 USDT, j'ai acheté du Bake avec et ça m'a permis de faire quelques transactions sur la Binance Smart Chain et j'ai gagné 27 centimes dessus. Si on regarde, si on fait le calcul, je les ai vendus à genre 2,3 centimes. Et c'est monté à plus de 8$. Voilà. Si jamais vous voulez des calls et tout, j'ai du flair. Alors je sais qu'une crypto peut avoir du potentiel visiblement, mais je vous dis pas de sortir au bon moment. Je plaisante évidemment, mais je trouve ça très marrant après coup d'avoir fait 27 centimes sur une crypto. Voilà, c'est pas une erreur ou quoi que ce soit, mais je trouvais ça marrant, j'avais envie de le partager. Il y a une crypto qui vaut rien aujourd'hui. Vous voyez, j'avais échangé 3 bunnies qui valent 25 centimes contre des UST. Alors ça c'est marrant, j'ai échangé un shitcoin maintenant contre des UST. Alors si on fait le ratio à l'époque, 3 bunnies, l'UST valait bien 1$. Vous voyez, 3 bunnies ça valait 1300$. Maintenant 3 bunnies ça vaut 25 centimes. Il s'est fait défoncer, il s'est clairement fait défoncer le token bunny. Son histoire est assez compliquée, mais c'est marrant de voir que même si j'avais gardé les UST les UST valent beaucoup plus que les bunnies. En fait, j'ai épluché un petit peu quelques transactions sur un vieux portefeuille que j'utilise plus. Et j'ai trouvé quelques trucs assez marrants. J'avais converti du bunny contre du bitcoin, contre du BNB, contre des stablecoins, contre plein de choses. J'avais quelques bunnies à l'époque, parce que ça valait cher. Et j'étais rentré au tout début, mais c'est dingue, ça vaut plus rien maintenant. C'est un graphique depuis août 2020, donc clairement moi j'étais pas encore rentré sur la DeFi, mais je suis rentré très peu de temps après. Je suis rentré au début de la Binance Smart Chain vers novembre, je crois. Bref, j'ai plus la date exacte. Je crois que c'était vraiment fin novembre, limite début décembre. Au tout début, vraiment, alors je savais pas qu'il y avait Celo qui était autant implanté, mais pourquoi pas. Il y avait surtout Ether et Tron. Celo, je savais pas, mais ok, il y avait Celo aussi. Ether, c'était 95%. Et maintenant, là, aujourd'hui, Ethereum, c'est 63% de la dominance. Donc on voit quand même que dans la DeFi, ce bull run a apporté vraiment de l'offre. Il y a plein de blockchains qui sont démocratisées, entre guillemets, notamment la Binance Smart Chain. Maintenant, c'est la deuxième plus grosse blockchain en termes de TVL. Ce qui est marrant, c'est que avant le crash du Luna et de l'UST, c'était la blockchain Luna qui était deuxième. Mais bon, elle s'est fait déglingue depuis. Est-ce que c'est pas plus mal? Chacun se fait son avis. Mais voilà. On a la Binance Smart Chain qui est en deuxième place. Toujours Tron qui a énormément de liquidité. Mais bon, Tron c'est de la triche parce que j'imagine que dessus ils comptent l'émission peut-être de l'USDD, non? Je sais pas. En tout cas, je sais que sur Tron il y a l'USDT, il y a le TUSD, il y a l'USDC aussi qui sont émis de base. Et il y a des baleines qui ont beaucoup de stablecoins sur Justland. Vous voyez qu'il y a quasiment 3 milliards de déposés. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de TVL sur Tron, qu'il y a autant d'argent sur cette blockchain. Ça veut dire que dans la DeFi, sur toutes les blockchains, alors DeFi Lama il connaît peut-être pas 100% des protocoles, mais sur les protocoles obscurs qu'il connaît pas, doit y avoir tellement peu d'argent que ça change pas grand chose. Globalement, allez, si on est sympa, on peut arrondir à 75 milliards peut-être. Il y a 75 milliards de dollars dans la DeFi. Ça reste relativement faible je trouve pour le domaine, mais ça la pente s'est accélérée avec l'UST. Et avec Celsius aussi. Celsius, ça a lancé une deuxième petite vague dans la DeFi, de perte de confiance dans la DeFi. Mais globalement, si on regarde sur tout ce cycle, il y a beaucoup d'argent qui est rentré dans la DeFi et qui est toujours dedans. Parce que je m'amusais pendant un moment à regarder les cryptos qui ont perdu de l'argent sur ce cycle. Je vais prendre Dash comme exemple parce que ça marche super bien. Hop, vous voyez, si je vais sur le graphique de Dash... Tac. Le cycle, on peut se mettre d'accord, il a commencé fin 2020, il a commencé par là, peut-être un peu avant si vous voulez, ou je sais pas où, prenez où vous voulez, c'est pas mon problème. Moi, je prends vers fin 2020, pour moi le cycle a vraiment commencé à ce moment-là, et on avait un Dash autour de 90$, et là il a 42$. Ça veut dire que tout l'argent qu'il a gagné sur ce cycle, déjà il a tout perdu. Parce qu'il est plus au-dessus de 90$. S'il était revenu au même prix, ça veut dire que toute la hausse qu'il avait faite, il avait perdu. Mais là, c'est encore pire. Il a perdu de l'argent qu'il avait fait sur les cycles d'avant le Dash. Et c'est pas le seul dans ce cas de figure. Donc c'est quand même rassurant pour la DeFi de voir l'inverse. Vous voyez, il y a au balbutiement de la DeFi, entre guillemets, fin 2020, quand vraiment ça a commencé, il y avait genre 15 milliards dans la DeFi et maintenant il y a 5 fois plus. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est rentré dans la DeFi pendant ce cycle, mais qu'il n'y a pas encore tout cet argent qui est ressorti.
Bon, évidemment, si on regarde les données, il y a sûrement juste les stablecoins qui ont pris plus de place dans l'écosystème. Ça joue un petit peu, ça pipe un petit peu les dés. Mais je pense que globalement, on a quand même cette tendance de il y a plus d'argent qui est rentré. Ce qui est marrant, c'est de voir en combien de temps Bitcoin a fait un moins 50% depuis son ATH. Alors, en 2013, fin 2013, ça a pris 3 jours pour que Bitcoin fasse un moins 50%. Merde, hop, on va se mettre là. Vous voyez, si on prend la mèche, hop, moins 52 et moins 53% si on prend vraiment le bas de la mèche. En 3 jours, moins 53%. C'est rapide, hein. Clairement, ça va très vite. Deuxième bull run, enfin deuxième. 2013, il s'est fait en 2 fois, mais la deuxième phase de 2013, en tout cas, ça a pris 3 jours. 2017, fin 2017. Combien de temps ça a pris pour trouver un moins 50? Au début, je pensais que c'était là, et même pas. Bon, en 5 jours, c'est violent, hein. Sur la mèche, on s'est pris moins 45. Mais il faut aller chercher un peu plus loin pour trouver le moins 50. Il faut aller chercher genre cette mèche là. Et j'ai du mal calculer sur mon tableur. Parce que du coup, ah non, c'est la mèche d'après. Ouais, c'est celle-ci. Moins 52, moins 53%. C'est marrant, c'est quasiment le même pourcentage qu'en 2013. Et ça a pris 31 jours. J'ai noté 26 sur mon tableur, je me suis gouré. Vous voyez, c'est même encore pire, hein, encore mieux plutôt. 31 jours. Et en 2021, ça s'est fait en 2 fois. Je vais voir si je me suis pas trompé aussi, du coup, en 2021. 2013, c'était facile à compter, il y avait 3 bougies rouges. Donc 2021, j'ai séparé en 2 fois. Hop, ici. Donc ça s'est pas fait tout de suite, le moins 50, ça a pris beaucoup plus de temps, il faut aller sur cette mèche. Toujours autour de moins 53%. Et c'est quasiment là qu'on a eu le bottom. Enfin, le bottom du moment. C'est marrant, ce moins 53% a l'air récurrent. Je sais pas, c'est peut-être juste un hasard du calendrier. Mais là, pour le coup, ça a pris 34 jours. Ah, même 35... Ah, attendez, 35 jours. Parce que je compte la journée de l'ATH. Ah bah je l'ai pas du coup compté sur 2013. Bah je vais pas la compter, attendez. Si je l'ai pas compté sur 2013, je vais pas la compter sur les autres jours. Donc voilà, 34 jours, quasiment pareil qu'en 2017. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur le deuxième ATH qu'on a fait en 2021, là ça a pris beaucoup plus de temps pour trouver un moins 50. Hop, là on était... voilà, fallait aller cette journée-là pour trouver un moins 50, quasiment moins 53. On n'a pas été chercher moins 53 depuis vraiment l'ATH à la mèche. Mais ça a pris 71 jours à peu près parce que je me suis pas mis sur la bonne bougie. Voilà, ça a pris 2 mois et demi. La démo foireuse. Et c'est de l'impro, c'est pas préparé, enfin c'est vite fait préparé, c'est les aléas du direct. Et en plus, je suis pas analyse graphique, mais il y a certaines données qui sont sympathiques à voir. Enfin voilà, le moins 50% se fait en plus en plus de temps, ce qui est pas très étonnant, mais c'est assez dingue de se dire que avant. En 3 jours, on se tapait à moins 50%. Du coup, à ce moment-là, plus personne n'y croyait. J'imagine, j'étais pas là pour le vivre, mais je suppose que plusieurs mois après, les gens ne croyaient plus au Bitcoin. Et là, ça se fait beaucoup plus lentement. Et j'ai vraiment cette atmosphère un petit peu ambiante de les gens ils croient plus trop au Bitcoin. C'est un peu séparé en deux. Il y a les gens qui disent t'inquiète, on va acheter le dip, on fait du DCA, mais tu sais pas vraiment s'ils font du DCA. Et t'as l'autre partie de gens qui disent ouais, non, mais là, c'est encore trop cher Bitcoin, je vais attendre que ça descende. Et voilà, je vous apporte cette donnée, faites-en ce que vous voulez, mais c'est sympathique de voir que petit à petit, c'est une donnée qui a tendance à s'allonger. Mais paradoxalement, les cycles ne s'allongent pas forcément, parce que quand on prend l'ATH d'un cycle et le point le plus bas qu'il y a eu sur le bear market qui suivait, en général, on retombe à peu près sur 1 an. Alors, on n'a pas beaucoup d'exemples sur le passé. Pour l'instant, on a surtout 2013 et 2017, enfin plutôt 2014 et 2018. Donc, c'est difficile de dire que ça va tout le temps être comme ça, hein. Et puis, il y a bien un moment où je pense que le marché sera plus cyclique, ou en tout cas plus comme il l'a été actuellement. Mais peut-être que le cycle de 2021, 2022, 2020 va rester dans le même schéma. Mais voilà, 2017, l'ATH, c'était le 17 décembre 2017, et en 2018, le point bas, c'était le 16 décembre, quasiment 1 an, à 1 jour près. Vraiment, allez vérifier sur TradingView. Là, les dates, elles sont pas exactes pour 2013 et 2015. Je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi. L'ATH, il me semble qu'il était le 4 décembre 2013 et le point bas le 14 janvier 2015. Donc un peu plus d'1 an. Mais voilà, globalement, entre le point haut et le point bas, il y a eu quasiment 1 an sur les 2 derniers cycles. Et est-ce qu'on va faire la même chose sur celui-là? J'en sais rien. Là, c'est... je peux pas vous dire ce que dit ma boule de cristal, sinon je vais aller en prison, évidemment. DXI in the sky. J'avais vu ce message. C'est vrai qu'il est en train de monter tant que ça? Je le suis pas... Ah ouais, 106. Il y a plein de gens qui pensaient qu'autour de 100, il allait s'arrêter. Moi, j'étais toujours de l'avis de dire qu'il pouvait chercher plus haut. Parce que moi, mon
ma valeur symbolique, c'était par rapport à l'euro. C'est pour moi, on va revenir, et ça je l'ai dit il y a plusieurs mois déjà sur ma chaîne, pour moi on va revenir à 1 euro égale 1 dollar et c'est bien parti pour l'instant. Et bon, moi j'en profite, hein, je suis quasiment full stablecoin dollar, j'ai un chouïa de stablecoin euro. Je me mets bien, hein, perso, hein, juste même en faisant même en faisant des pertes du coup... ça peut équilibrer le fait que l'euro se casse la gueule face au dollar. Par contre, je pense pas que ça va durer indéfiniment. Il y a bien un jour où il va y avoir un switch, je pense. Ça m'étonnerait que le dollar, avec l'inflation qu'ils ont eue, ils se prennent pas un retour de bâton, au moins contre d'autres cryptos, j'allais dire, contre d'autres monnaies qui ont été plus sérieuses. Alors l'euro, je crois qu'ils ont pas été mieux en termes d'impression. Il y a de la liquidité à aller chercher jusqu'à 124 dollars. On a fait encore plus d'impression. Ah, l'euro a fait plus d'impression que le dollar. En termes de pourcentage ou en termes de quantité? Parce qu'en termes de pourcentage, pourquoi pas, mais en termes de quantité, je sais... Ah bah si, il y a quand même beaucoup d'habitants en Europe. Je suis con. Parce que je sais pas pourquoi, dans ma tête, pour moi, l'euro est qu'en France. Faut acheter du franc suisse ou de la livre ou de la couronne suédoise. Pourquoi pas. Après, ceci n'est pas un conseil en investissement. Mon analyse, elle vaut ce qu'elle vaut. Toute seule, évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est pour se faire un avis sur le marché globalement, il faut prendre plusieurs indices. Mais il y a quand même certaines tendances qu'on peut repérer avec la dominance. Et vous allez voir, c'est sympathique. Alors, j'ai comparé du coup entre le 10 novembre, le 14 novembre plutôt, les données de CoinMarketCap, et le 2 juillet. Le 2 juillet, c'est le jour où j'ai fait le trade. Donc, la dominance, globalement, ça donne ça. La 20e plus grosse crypto en 2021, le 14 novembre 2021, c'était le CRO, et elle valait 0,4% dans la masse des cryptos, ce qui est quand même un score relativement pas mal pour la crypto top 20. On va aller voir ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui s'est passé dans le passé. En bas, j'ai mis 4 autres cryptos, le Tron, le DAI, le FTT, le Léo. C'est des mentions un petit peu spéciales. Vous voyez qu'elles ont fait des performances très honorables. Alors, la market cap de l'USDT est descendue, mais, il y a quand même un mais. C'est vachement dû à l'UST. Quand il y a eu le crash de l'UST, il y a eu un gros manque de confiance envers l'USDT. Il y a plein de gens qui ont fait du FUD et il y a 10 milliards d'USDT qui sont sortis du marché. Et 10 milliards d'USDT, je dis ça, je dis rien, mais c'est ce que valaient tous les UST. Et en bas, c'est pas du tout un stablecoin, le Léo, c'est la crypto de Bitfinex, mais en termes de dominance, elle prend, 6 fois plus de place. J'ai pas l'impression qu'il soit passé un truc, j'ai été faire des recherches, j'ai pas trouvé grand chose. Donc dites-moi si vous avez un truc par rapport à la crypto de Bitfinex. Le plus marrant, hein, c'est que Bitfinex, c'est eux qui émettent l'USDT. Donc s'il y a bien une crypto qui devait se péter la gueule, c'est celle de Bitfinex. Alors je me doute que pas grand monde sait que Léo, c'est plus ou moins près de l'USDT, mais quand même, c'est là qu'on voit que le marché est hyper con, sincèrement, il est con. Il y a 10 milliards d'USDT qui sont sortis de la circulation, mais la crypto de la boîte mère qui émet l'USDT, elle pump. Allez, c'est bon. Cassez-vous. On a Solana, Polkadot, Shiba, Litecoin, Link, Bitcoin Cash, Algo qui ont fait des perfs ridicules en termes de dominance. Hein. Globalement, toutes les cryptos ont baissé, à part le Léo visiblement. Mais il y a certaines cryptos qui ont perdu beaucoup de dominance, qui ont perdu beaucoup de place dans le marché. On a le Polkadot, vous voyez ici, qui a perdu la moitié de sa place en fait. Il est passé de 1,64% de dominance à 0,77%, assez violent. On a Cardano à moins 72, etc. etc. Et il y a des fun facts là-dedans. Il y a un truc très marrant. Regardez Doge. Doge a perdu que 18% de dominance. C'est moins qu'Ethereum et que tous les Ether killers. Hein. Cardano a perdu plus, Solana a perdu plus. Alors, je le dis ici, hein, pour moi c'est dû à la communauté de Dogecoin, mais c'est ouf de voir cette communauté pas à l'épreuve, de voir là concrètement en fait ce qu'ils font quoi. Je m'attendais. Alors, Dogecoin, c'est une plus petite crypto qu'Ethereum, on est d'accord. Donc, c'est entre guillemets plus difficile pour qu'elle perde plus difficile pour qu'elle perde de la dominance si elle a une grosse communauté derrière. Mais quand même, c'est marrant de voir que globalement, Doge a fait une meilleure perf qu'Ethereum au niveau de la dominance. Et le coup du dinosaure, je suis pas d'accord. Litecoin, c'est plus vieux que Dogecoin et le LTC, il a perdu 40%. On a XRP qui est très vieux, qui lui, pour le coup, a fait une bonne perf. Alors XRP, pour moi, c'est vraiment... je comprends pas. La commu d'XRP, c'est celle qui est la moins bavarde, j'ai l'impression, ou alors vraiment, je fais pas attention. Mais ils sont là, ils sont au rendez-vous.
Alors le prix du XRP, si on fait la comparaison sur le prix du XRP, pardon, c'est pas terrible. Il n'a pas fait de nouvel ATH sur 2021, mais en termes de dominance, c'est normal qu'on ait des dominances qui aient pas trop bougé sur certaines cryptos. Hein. Ça veut pas dire que leur prix s'est pas cassé la gueule. Comme toutes les cryptos se sont pété la gueule, comme tout le marché s'est pété la gueule, une crypto, même si son prix est divisé par 2, elle reste positive en dominance. Depuis en tout cas le début de la baisse, les cryptos de plateformes centralisées, d'exchange, elles performent bien. En tout cas, elles perdent moins que le reste du marché. Ça veut dire qu'il y a vraiment une confiance dans l'écosystème des crypto-monnaies envers les acteurs centralisés. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette analyse et on peut parfaire cette analyse. Et là, j'ai fait le même exercice de calcul de la dominance. Donc, je vous ai montré, hein, c'est tout con comment on calcule la dominance dans le présent, comment on la calcule dans le passé. On va sur CoinMarketCap. Tout en haut, vous avez la market cap, ici. Si vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page. C'était le 17 décembre 2017. Alors, c'était pas l'ATH sur le marché crypto, mais c'était l'ATH sur le prix du BTC. C'est important, je me suis fixé à chaque fois sur les dates en rapport avec l'ATH et le point bas du Bitcoin et pas du marché crypto. Même si sur certaines dates, c'était les mêmes dates. Pour 2017, pour l'ATH en tout cas, c'était pas pareil. Le marché crypto a été beaucoup plus haut au début 2018. Bref, le 17 décembre, on est vers où? On est vers là, vous voyez. Et j'ai pris 585 milliards comme moyenne. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ensuite, j'ai été fin 2018 pour trouver la moyenne sur le 16 décembre 2018. J'avais calculé que c'était autour de 101 milliards. Pour moi, on n'est pas mal non plus. Ensuite, on va sur la deuxième page, l'historique. On cherche les dates qui nous intéressent. Si jamais on ne les trouve pas, on compare celle d'avant, celle d'après. On regarde globalement ce qu'il y a dans le classement crypto et on voit si c'est cohérent avec un petit peu les valeurs qu'il y avait le jour de l'ATH. Bon, là, on va en reparler pour 2013, parce que c'est à ce moment-là en fait que j'ai dû faire un choix. Mais voilà, pour le cycle de 2017-2018, c'est caviar, on a les bonnes dates, c'est nickel. Et ensuite, on calcule la market cap. Hein. Bitcoin, la market cap, la dominance. Bitcoin, c'est 320,6 milliards. La market cap, c'était 585. Et c'est reparti. 320 divisé par 585, multiplié par 100. Bitcoin avait une dominance dans le passé, le 17 décembre 2017, de 54,7%. Et ça, vous l'avez sur le tableur. Et voilà, si vous voulez savoir comment il fonctionne, j'avais fait une vidéo dédiée au tableur. En fait, j'essaye de développer une série de vidéos qui fera 2-3 heures globalement. Et les 2-3 heures, vous allez regarder ça, vous allez comprendre pas mal de choses sur les tokenomics, sur la DeFi. Alors, vous n'allez pas maîtriser les sujets, mais à partir de ce moment-là, vous allez savoir un petit peu ce que vous faites sur la DeFi. Les données sont pas parfaitement exactes, donc si on prend à plus ou moins 2% par exemple, vous voyez qu'on retombe globalement sur le Bitcoin n'a pas bougé. La même idée aussi, l'Ethereum a perdu à peu près un quart de sa place, 25%. C'est marrant, on est retombé quasiment sur la même valeur sur l'analyse que j'ai faite avec les données présentes. Et après, il y a plein de choses qui sont pas corrélées, qui sont pas du tout comme maintenant, genre le Ripple qui avait fait un x2 en termes de dominance et qui a un peu perdu sur ce cycle-là. Mais globalement, on a 1, 2, 3, 4, 5 cryptos dans le top 20 du point haut qui ont une dominance qui a augmenté. Et on en a eu combien en 2021-2022 1, 2, 3, 4, 5. Le même nombre. C'est marrant. Ça, je pense que c'est juste un hasard, mais c'est marrant de voir qu'on en a eu exactement le même nombre, parce que si on regarde le cycle d'avant, 2013-2014, il est violent. Alors là, 2013-2014, c'est violent de fou. C'est sale. Tout est dans le rouge. Et tout est ridicule. Vous voyez que la pire perf, c'est le FRC. Je sais même plus c'est quoi son nom. Frycoin. Il a perdu 98% de dominance. Ça a été divisé par 50. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Les deux seules bonnes perfs, c'est Ripple et Bitcoin. Ethereum n'existait évidemment pas à ce moment-là. Il y a Litecoin néanmoins qui existait. Ce qui est marrant, c'est que Litecoin existe encore. Il a fait une pire perf que Namecoin. Les seules choses qui sont marrantes, c'est que dans ce bear market, on a eu l'arrivée de Paycoin et BitShares qui ont bien marché sur le cycle d'après, mais bon, globalement, des projets OSEF maintenant. On a aussi le Monacoin, un petit peu OSEF, mais vous allez le voir, on va en reparler. Et on a surtout l'arrivée du Dogecoin, du Dash, du Stellar et du Monero. Donc ces 4 cryptos sont arrivés pendant ce bear market. Elles sont encore d'actualité aujourd'hui. Le Dogecoin est encore dans le top 10. Le Monero est encore dans le top 25. On est sympa.
Sincèrement, c'est sympa. Il y a vraiment des gros projets qui sont arrivés à ce moment-là. Sur 2017, on peut voir qu'il y a le BNB qui a pris énormément de place. Là, c'est les mentions spéciales. Sur le bear market de 2018, plutôt, pas 2017, il y a le BNB et l'USDT qui ont pris énormément de place. C'est incroyable. Regardez, le BNB, il a fait un x6. L'USDT a quasiment fait un x10. Mais ce qui est marrant, c'est que si on regarde la market cap de l'USDT, à la TH, c'était 1 milliard de dollars. Au point bas, c'était 2 milliards. Il n'a pas pumpé de fou. Il y a eu 2 fois plus d'USDT en circulation. Mais en termes de dominance, on a un x10 parce que le marché s'est explosé la gueule pendant ces périodes-là. Alors, je dis pas que le Dogecoin, c'est une monnaie d'avenir, mais je pense objectivement que le Dogecoin a plus ses chances que le Shiba sur le long terme. Ça, on verra bien. L'avenir me donnera tort ou me donnera raison. Mais je pose ça ici. Vous en faites ce que vous voulez. Décembre 2017, il y avait que l'USDT qui existait. Et le stablecoin de BitShares, mais ça existe même plus maintenant. Ça me rappelle une chose, ça me rappellerait pas l'UST. Donc il y avait un autre stablecoin, mais il valait pas grand chose et il est mort depuis. Donc globalement, il y avait que l'USDT, il était même pas dans le top 20. Il était top 24, je crois, à l'époque. Top 24. Quelle mémoire, c'est incroyable. Par contre, dans le bear market du coup de 2018, on a l'USDC, le DAI, le TUSD, le BUSD, je crois aussi, qui est apparu. Bref, il y a plein de gros stablecoins qui sont apparus à ce moment-là. Le Paxos aussi, qui s'appelle maintenant l'USDP, le Bitcoin Cash, il a perdu que 50% de dominance, alors qu'au cycle d'avant, il avait perdu 26%. Est-ce qu'il va se faire rattraper par son destin et il va perdre encore 2 fois plus de dominance? Pareil, Cardano, il a perdu les 2 tiers, et là, il est à combien? Il est à 72%. Je sais pas. Je pense que ça, ce serait plutôt le cas pessimiste où c'est encore la guerre et compagnie, où là, quasiment toutes les grosses cryptos, tous les gros altcoins perdent en dominance au détriment de BTC, peut-être de TH, de quelques projets centralisés, des stablecoins, du Paxos Gold, pourquoi pas des stablecoins or. Bref, c'est un peu les deux scénarios que je vois. Et là, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus d'avis que les cryptos, elles ont pas fini de se diluer et compagnie? Parce qu'il y a ça aussi, il y a la dilution de marché. Actuellement, sur CoinMarketCap, il y a 20 000 cryptos qui sont référencés. Quand on était début 2021, il y avait 4 000 cryptos. Et j'imagine que quand on était en 2017-2018, il y avait encore moins de cryptos qui étaient référencés. Je précise bien référencés, hein, parce qu'en ce moment, il y a 20 000 cryptos référencés sur CMC, mais il y en a des millions, voire peut-être des milliards sur la blockchain. Donc c'est important de mettre les bons termes. Enfin, ça dépend pourquoi, mais pour ça, c'est important vraiment de mettre le bon terme. On va sortir la boule de cristal et on va essayer de deviner si le prix du BNB augmente ou diminue dans les 5 prochaines minutes. Et vous allez voter. Il y avait combien de dons Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait eu plus de dons sur le chat. Pour le fun, je vais mettre 0,05. Ah, vite, j'ai 20 secondes. J'ai 20 secondes, faut que la transaction, elle passe sur la blockchain. Putain, allez. Vite. Normalement, c'est 3 secondes un bloc. Putain, la transaction est passée. Let's go. En plus, le don, ça fait un x3 si je gagne. Hein. Si on gagne. C'est des trollers PancakeSwap. Comment ça? Ah merde, ça a le temps de baisser. 2,42 la cote. Ah, coup dur. Allez. Merde. La boule de cristal. Oh, dis-moi que le BNB va baisser. Qu'est-ce qu'ils disent les gens sur le chat? Ils me disent que le BNB va monter dans les 5 prochaines minutes visiblement. C'est quoi le payout max? Il n'y a pas de payout en fait. Les perdants payent les gagnants. En fait, tout le monde met des BNB dans un pot commun. C'est un peu comme au PMU quoi. Les gagnants, ils récupèrent ce que les autres ont misé. Si le pari gagnant c'est down, bah, les gens qui ont misé sur up, ils payent les autres. Ça marche comme ça. Et il y a PancakeSwap qui prend 3% je crois sur la mise pour brûler du cake. Et il y a peut-être un tout petit peu de frais aussi pour que ça fonctionne, je sais pas. Non, il n'y a pas de frais pour que ça fonctionne. C'est 3% pour brûler du cake. Donc voilà. Après évidemment, faut vraiment voir ça comme un jeu les gars. N'allez surtout pas... C'est vraiment un conseil débile que vous avez forcément déjà entendu, mais n'allez surtout pas sur un truc de loterie, sur du casino, sur une crypto avec du levier pour vous refaire après une perte. C'est la pire idée qu'on puisse avoir. T'as certains jeux comme le blackjack où tu peux tricher, la roulette, tu peux jouer avec les statistiques, donc à court terme tu peux faire des performances sur le blackjack et la roulette par exemple. Donc tu peux pas faire ça avec des prédictions en fait, c'est vraiment purement de l'aléatoire, purement. Entre guillemets. Quoique, ouais, non, parce que si on va dans ce cas-là, le PMU avec les chevaux, c'est pareil. Les chevaux, il y en a forcément qui sont mieux entraînés que d'autres, même à 1% mieux, et ça fait la différence sur les courses. Bon. Voilà, ouais, on peut dire que c'est du casino. Je sais pas, j'aurais pas tendance instinctivement à le mettre dans la case de casino, les prédictions sur PancakeSwap, mais c'est quand même dans la même famille, c'est vrai.
C'est vrai, je dis un peu des conneries. C'est Up qui a gagné, Donc c'est parti, on va parier sur Up et on va faire un troisième pari. Peut-être un quatrième, je sais pas. Est-ce qu'on en fait jusqu'à un quatrième? On verra. Allez, 0,1 BNB, c'est parti. Tant qu'à foutre de l'argent en l'air. Si par exemple j'ai misé 0,5 BNB et qu'à la fin des paris j'ai 0,6 BNB, eh ben je ferai gagner cette plus-value, on fera un tirage au sort. Ce sera forcément pas incroyable comme somme, mais c'est cadeau. Là visiblement sur le premier pari, j'ai pas envie de dire que la théorie de la majorité a souvent tort se confirme, mais la majorité a eu tort. Hein. Ah, vous êtes pas des bons traders, oh là là. Je plaisante évidemment, j'aime bien vous tacler. Mais bon, vous voyez, il y a eu un changement de 50 centimes, hein, c'est pas grand chose. Mais perdu, ça y est, c'est perdu le premier, 0,05 BNB. Ah, au revoir, je vous reverrai plus. Mais on va essayer de se refaire sur le deuxième pari. Vous êtes encore sur Up, 0,1 BNB, confirmé. Et allez, on en fait un quatrième, parce que vous n'avez pas pu voter pour le premier. On en fait un dernier, the last one of the last one. Si ça se trouve, c'est le dernier sondage qui va nous faire perdre le peu de plus-value qu'on aurait pu garder. Up or down. Et après, on verra, on fera un constat. Hein. Oh, on a gagné, ouais. On a gagné quand même 0,087 BNB. C'est pas mal. Donc là, pour l'instant, on est en bénéf de 0,37 BNB. 0,037. C'est pas grand-chose, hein, mais pour l'instant, ça fait un gagnant. Mais on a 2 paris qui vont arriver, qui vont peut-être changer la donne. Et ça c'est dur. Oh, c'est repassé dans le vert juste à la fin. Mais attendez, calculating. Il faut attendre la valeur sur le dernier bloc. Peut-être qu'au dernier bloc, tout a basculé. Et là, comme je suis pas rentré sur le dernier parce qu'on a eu du 50-50, si ce pari est gagnant, on a fait de la plus-value et vous gagnez des sous-sous. Vous gagnez des sous-sous. C'est magnifique. Exactement, quasiment le même multiplicateur. Attendez, il y a un bug là. Magnifique. Eh ben, vous savez quoi? On va faire un petit giveaway pas prévu. J'avais du coup 0,51 BNB, j'arrondis, il y avait un petit peu de BNB sur cette adresse. Donc, grosso merdo, je vais vous faire gagner 0,25 BNB. Voilà, un quart de BNB, ça fait quoi? 50 balles? C'est pas rien quand même, c'est sympathique. 58$. Eh ben écoutez, ça me fait plaisir. Voilà, vous êtes là, Mademoiselle Linda Patriot Gaming, il y a vos blazes qui va gagner les 0,25 BNB. Ah, le suspense! C'est Crypto NFT, Crypto ONFT, Crypto NFT. Eh bien, c'est toi qui auras les 0,25 BNB. Je suis pas dedans, Stun 56. Coup dur. Est-ce que tu es arrivé après coup? Ah, Franginou qui est arrivé juste après. Mais, Franginou, coup dur, Franginou qui n'a pas pu participer. Tu as pris trop de temps, tu t'es dit j'ai le temps d'aller faire ma pause pipi, mais non. Coup dur. Compatissez pour Franginou, c'est le seul qui a mis son adresse après. Je le tacle un petit peu, mais voilà, je sais qu'il est régulier sur ma chaîne Twitch, donc il m'en voudra pas. Bref, bien joué à Crypto NFT. Allez, à mardi prochain, bonne soirée à tous. Merci d'être restés jusqu'ici.